Keïta poursuit sa tournée continentale. Il doit officiellement être investi le 4 septembre prochain. Quel avenir pour le parti des frères musulmans? Certains experts évoquent une revanche de l'armée contre ces derniers. Ils jugent la série d'arrestations comme un message fort en Égypte. Et puis au Kenya, l'agriculture préférée à l'élevage. En attendant la récolte, les agriculteurs s'affairent à leur potager. Une scène rare à Isiolo, une région aride du nord-est du pays. Visite du président malien en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé ce vendredi à Abidjan. Il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, également président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ce dernier lui avait promis l'appui de l'Organisation régionale ouest-africaine de la reconstruction du Mali. Écoutons le président de la Côte d'Ivoire. C'est un ami que nous recevons aujourd'hui. Je voudrais lui dire combien nous sommes fiers de la manière dont ces élections se sont déroulées au Mali, avec un taux de participation jamais égalé, dans la paix. Et aussi, Monsieur le Président, vous féliciter pour le score impressionnant qui a été le vôtre au premier comme au second tour. Le Mali est voisin de la Côte d'Ivoire. Le Mali est un pays important pour la Côte d'Ivoire, pour la CEDEAO, pour le continent africain, un pays de grande histoire, de vieille histoire, un pays respecté à travers le monde. Et les difficultés que le Mali a connues nous ont tous éprouvées. Et aujourd'hui, avec l'évolution des choses et notamment la réunification du pays, grâce à l'action des Maliens, de la France, du Tchad, de la CEDEAO, nous sommes heureux que ce processus électoral ait abouti à l'élection d'un président de manière démocratique. La Tanzanie souhaite la médiation de l'Ouganda. La demande a été faite par le président tanzanien Jakaya Kikwete à son homologue Yoweri Museveni. Un différend oppose les autorités ougandaises et rwandaises depuis mai dernier. Le chef d'État de la Tanzanie avait alors appelé les présidents ougandais, rwandais et congolais à négocier avec les mouvements rebelles auxquels ils sont confrontés. Série d'interpellations chez les frères musulmans. Ce jeudi, Mohamed El Beltagui a été arrêté par la police égyptienne. Les accusations portées à son encontre, incitation au meurtre et à la violence. Dans une vidéo enregistrée cette semaine, il a appelé les Égyptiens à rester mobilisés. Lisette Siakizimana. Nouvelle arrestation chez les frères musulmans. Mohamed El Beltagui a été arrêté ce jeudi en compagnie de 2 autres responsables de la confrérie. Ils ont été transférés à la prison de Tora dans la banlieue du Caire. Avant son arrestation, Mohamed El Beltagui avait exhorté les Égyptiens à participer en masse à des rassemblements contre l'armée ce vendredi. Nous sommes confrontés à un massacre. C'est du jamais vu, même dans les guerres conventionnelles. Abdel Fattah el-Sisi sait que son plan a échoué et qu'il sera jugé pour crime. Il y a eu des martyrs par centaines. Je jure devant Dieu que si les gens ne continuent pas de protester, Abdel Fattah el-Sisi va conduire le pays dans une guerre civile. Réveillez-vous, peuple égyptien. Descendez dans les rues pour dénoncer la répression par l'armée et le coup d'état militaire. Cette arrestation de Mohamed El Beltagui fait suite aux interpellations de plusieurs dirigeants des frères musulmans, des leaders qui comptent poursuivre leur combat. Ma fille et ses amis ont sacrifié leur vie pour la liberté. Nous ne voulons pas servir notre pays sans intérêt. Nous souhaitons le bien-être des peuples de ce pays afin qu'ils puissent vivre dans la dignité et la fierté et que l'Égypte devienne une vraie nation indépendante. La répression contre les frères musulmans a commencé le 14 août dernier. Malgré les appels à la mobilisation générale, l'élan semble s'essouffler du côté des partisans de Mohamed Morsi. Comment expliquer cette répression contre les frères musulmans? Notre éditorialiste Lucien Pambou qualifie la situation d'acharnement contre la confrérie. Il craint que ce signal se propage en Tunisie, en Libye et d'autres pays où la révolution a eu lieu. Écoutons-le. La situation en Égypte devient explosive. L'acharnement contre les frères musulmans constitue ici une revanche de l'armée sur les frères musulmans. En effet, après ce que l'on appelait la révolution arabe, l'armée était en situation globalement de défiance avec la victoire du président Morsi. Or, l'armée a réussi à se sortir de la situation difficile qui était la sienne et son représentant le plus important, Michel Al-Fassi,
a réussi à s'appuyer sur l'opinion publique pour reprendre la main contre les frères musulmans. Ce signal va se transmettre comme une onde, une sorte d'onde de choc à la Tunisie, à la Libye et à d'autres pays où la révolution a eu lieu. En Algérie, le Front de Libération Nationale, doté d'un nouveau secrétaire général, Ammar Saïdani, a été élu ce jeudi par le comité central du pays. Malgré cette élection, les divisions persistent entre les adhérents au parti. Pour certains, elles reflètent le conflit au sein du pouvoir algérien. Lizelsia Kizimana. L'Algérien Ammar Saïdani est désormais le secrétaire général du parti du Front de Libération Nationale, le FLN. Il a été plébiscité par le comité central du parti à main levée, mais son élection ne vient pas mettre fin à la division de l'entité politique dont deux camps opposés se disputent le contrôle depuis près de 8 mois. Cette ligne doit perdurer parce qu'il y a ceux qui pensent que Bouteflika doit partir parce qu'il est malade, parce qu'il n'est plus en mesure de diriger le pays, le Conseil des ministres ne le soutient plus, il n'y a pas de loi de finances complémentaire, il n'y a pas beaucoup de projets qui ont été votés. Et il y a une autre partie, notamment des réseaux mafieux, parce que depuis l'arrivée de Bouteflika en 1999, il y a eu énormément d'affaires de corruption. La plus célèbre, l'affaire Sonatrach, qui est maintenant au niveau de la justice algérienne et également italienne. Il y a donc ces clans qui voudraient que Bouteflika reste au pouvoir parce qu'il n'y a pas mieux qu'un homme malade pour l'instrumentaliser, pour lui faire saigner tout ce qu'on veut. Il faudrait qu'il reste au pouvoir en 2014 malgré sa maladie. D'où cette guerre au sein du FLN. En fait, le FLN, c'est le miroir des conflits au sein du pouvoir algérien. Âgé de 63 ans, Ammar Saïdani était le seul candidat en lice après les désistements de Moustapha Mahzouzi, membre du bureau du comité central, et de Saïd Bouadja, ancien membre du bureau politique du FLN. Mais cette élection n'a pourtant pas calmé la crise au sein du parti. Ce que nous avons assisté hier, c'est tout simplement un scénario avec des producteurs, avec des réalisateurs, d'un script. Et on a adoubé quelqu'un qui est véhiculé par un courant qui n'est pas, à notre sens, celui du véritable FLN et qui ne peut en aucun cas être d'une quelconque utilité à la véritable résolution de la crise que connaît le pays et qui doit être dépassée dans un cadre de dialogue serein avec l'ensemble des forces politiques. En 2003, le FLN avait connu une crise similaire qui avait conduit à la démission de son secrétaire général Ali Benfis. Après un bras de fer entre ses partisans et ceux du président Bouteflika, les deux camps se disputaient déjà le contrôle du parti dans la perspective de la présidentielle de 2004. L'impasse politique en Tunisie au centre des discussions. Ce vendredi, la coalition au pouvoir Ennahda s'est entretenue avec des médiateurs de la crise, parmi eux le syndicat UGTT. L'accent a été mis sur la démission du gouvernement actuel et la mise en place d'un cabinet apolitique. De son côté, l'opposition a annoncé une nouvelle manifestation ce samedi dans les rues de Tunis, la capitale. Au Kenya, les éleveurs se tournent davantage vers l'agriculture. Ils sont pas moins de 5000 à bénéficier d'un appui des groupes communautaires et des ONG. Ils leur offrent la possibilité d'acquérir des semences, de cultiver leurs terres et canaliser l'eau de la rivière Ewaso-Nihiro. Guillaume Durand. Nous sommes dans le village de Boulessa, situé dans la partie nord du Kenya. Les champs de maïs tapissent le sol, les habitants attendent la récolte et travaillent dans leur potager. Une scène rare dans cette région aride. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient éleveurs. Mais les sécheresses successives ont peu à peu décimé leurs troupeaux. Je ne garde plus le bétail parce qu'il n'y a plus de pâturage. Pour obtenir quelque chose pour mes animaux, je dois les conduire toute la journée, ce qui est très dangereux à cause des bandits. Mais avec ma terre, où je viens récolter ce que j'ai planté, il n'y a pas un seul jour où je manque de nourriture. À l'origine de ce changement, un vaste projet qui a mis en place un système d'irrigation puisant l'eau de la rivière Ewaso-Nihiro. Nous aimerions que nos populations diversifient leurs moyens de subsistance. Nous ne pouvons pas contrôler la sécheresse, mais nous pouvons limiter les dégâts qu'elle peut apporter en engageant notre communauté à aller dans d'autres domaines de la vie, comme l'agriculture. Le projet d'irrigation, soutenu par les groupes communautaires et l'Union européenne, compte plus de 5000 agriculteurs dans une zone d'environ 800 hectares. Ces fermes communautaires sont principalement utilisées pour la subsistance, la nourriture dans la maison. Il est possible de l'exploiter davantage par l'accès au marché. Cela signifie que l'infrastructure routière dans les fermes doit être améliorée et que les communautés soient connectées avec les bons ministères. Le gouvernement kényan a récemment introduit l'irrigation à grande échelle dans les terres arides du pays pour améliorer la sécurité alimentaire et pour libérer le potentiel agricole. Il a notamment prévu d'attribuer 1 million d'acres de terre à l'agriculture irriguée au cours des 5 prochaines années dans le nord-est. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.
Africa 24 est disponible en Afrique du Nord et au